Bonsoir, bonjour à tous les amis d'Anglo-Congo, partout où vous vous trouvez. Euh, Nous sommes encore là pour faire l'analyse politique sur la situation politique de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes le 4 février 2019. Nous disons à tout le monde la paix chez vous, shalom, shalom. Euh, Nous avons des titres à développer aujourd'hui. Le premier, les propos d'Adolphe Muzito après le meeting de Lamouka. Le deuxième, va-t-on vers va-t-on vers un génocide contre les Balouba? Alors, nous avons choisi ces deux sujets parce que ces sujets euh, sont en relation avec l'actualité politique chez nous, mais surtout aussi les débats sur les réseaux sociaux, dans les médias. Nous pensons qu'il est temps de faire l'analyse après avoir suivi M. Adolphe Muzito après le meeting de Lamouka, qui, il faut le dire, du point de vue euh, de la participation du public, c'était un succès. Mais au-delà de cet engouement, au-delà de la réponse du public, et d'ailleurs la démocratie, c'est comme ça, il faut que pendant qu'il y a les uns qui gouvernent, les autres doivent venir pour faire l'opposition. L'opposition est constitutionnelle. Alors, nous avons dit au-delà des meetings, nous puissions écouter les gens de la Mouka. Nous disions que certainement feront des commentaires autour de ces meetings parce que c'est dans ces commentaires que nous allons connaître réellement les non-dits, ce qu'il y a derrière. Et voilà que c'est arrivé, effectivement, comme nous disions, dans les commentaires après les meetings, nous allons beaucoup plus en savoir sur l'esprit et les objectifs, les objectifs déclarés et non déclarés de ces meetings. Chose qui est arrivée déjà. Mais permettez que je puisse respecter la tradition d'Anglo-Congo, celle qui consiste à reconnaître les 10 premières personnes qui se sont connectées. Nous avons la première personne, Kalenga Boni Kabongo, Pierre Kamuinomoko, Mimi Diamani, Karis Moussako, Guigui Makumbi, Pierre Kamuinomoko nous salue. Excusez-moi, je suis en train de faire cette émission dans des conditions très difficiles. D'ailleurs, je ne suis pas garanti de faire par rapport à la durée parce que la batterie que je suis en train de... Enfin, mon appareil n'a pas suffisamment de charge. Je suis un peu en déplacement, donc je dois chercher un adaptateur. Il y a Victoire Reza et puis Alex Kalinga Davila. Il y a Patience Mathilde, Daniko Kalombo, Révérend Israël Kabé, Patrick Gongo, et il y a Edou Kalonji, il y a David Béard, Abraham Lamba, il y a merci, vous êtes nombreux. Sauvons les temps. Là, j'ai plus de 10 personnes déjà. Donc, je ne saurais pas vous citer tous, excusez-moi. Parce que nous n'avons pas assez de batterie aujourd'hui. Je promets, je vais chercher dans la ville des batteries, enfin des adaptateurs pour charger mon appareil. Voilà. Alors, j'étais dans l'avion, il faut le dire, pendant que M. Muzito avait fait, il était interviewé par la TV5. Quand je suis arrivé là où je devrais aller, un ami m'a informé pour me dire que non, M. Adolphe Muzito est passé sur TV5. C'est ce matin que je puis voir, suivre l'interview de M. Adolphe Muzito. C'est riche en termes d'informations et de renseignements.
Ceux qui avaient suivi notre analyse précédente, nous avons parlé des troubles. Hein. Nous avons dit qu'il y avait des troubles qui se préparaient et nous nous sommes allés même plus loin en disant que c'était des troubles. Nous voulons parler d'un conflit armé. Voilà. Donc, nous avons dit que d'après nos informations, il y a des gens qui sont à Kinshasa, il y en a d'autres qui sont au Katanga, il y en a d'autres dans le Nord Kivu, et nous persistons, à moins qu'il y ait changement, nous persistons que c'est des informations vraies. Toutes, en tout cas, beaucoup des chancelleries à Kinshasa sont au courant de cela. Les autorités politiques congolaises sont au courant de cela. Certains pays voisins du Congo sont au courant de cela. Même certains journalistes, hein, sont au courant de cette situation. Et nous avons dit que il fallait, c'est une bonne chose que la tenue du meeting à Sainte-Thérèse, mais que l'on devrait faire très attention aux propos qui seront tenus pendant ce meeting pour ne pas jeter de l'huile sur le feu. Et nous avons aussi dit que nous craignons que les meetings soient en relation ou fassent partie d'un programme beaucoup plus global qui va conduire à quelque chose. Parce que le tout commence par les discours. Dans le meeting proprement parlé, dans les propos de M. Martin Fayoulou, en tout cas, il n'y a pas de choses de nature à opposer les gens. Il a dit clairement, bien que la population, disons les partisans de Lamuka, les partisans de Lamuka étaient en train de faire l'appel pour, excusez-moi, que je réponde à quelqu'un, excusez-moi, c'est très important. Yes, Muzi, I'll call you back live. Yeah, I'll call you back after 30 minutes, please. Yes, I'll call you, for sure. All right. Excusez-moi alors. Alors, je disais que ces propos, qu'est-ce que je me suis égaré? Non, dans les propos de M. Martin Fayoulou, il n'y avait rien de nature à amener les gens à s'entretuer. Les gens, les participants ont demandé qu'on puisse recourir aux armes, qu'on leur donne les armes. Il a dit non, c'est une résistance pacifique. Mais nous avions, vous savez, ceux qui nous ont suivis, nous avons dit qu'il y a des armes au Congo. Il y a des gens qui ont traversé le fleuve Congo. Hein, c'est clair. Et nous sommes en train d'attendre. Nous avons certaines images que nous avons analysées. Nous avons certains propos, hein, certaines correspondances par rapport à ces informations qui sont vraies. Et nous avons même étayé ce que nous disons par certains contacts diplomatiques. Vous avez vu des gens venir, aller, et nous avons précisé que cette situation avait commencé avant les élections, c'est-à-dire il y a un camp qui estimait que l'on va proclamer Chadari comme président. Et c'est par rapport à cela que ces camps s'étaient préparés. Il s'avère maintenant, par la suite, que c'est pas Chadari qui a été déclaré vainqueur, qui n'a pas été élu. Alors, maintenant, on voudrait utiliser ça parce que quand vous suivez les propos de M. Mouzito, il dit qu'ils veulent en découdre avec Kabila, ou bien s'il a parlé, ils doivent parler avec lui. Nous devons faire très, très attention dans les propos d'Adolphe Mouzito, parce que nous faisons l'analyse sur lui, ses propos. Il dit une chose qui est très grave et qui traduit, qui révèle, qui confirme ce que nous avons dit. Il prédit pratiquement, il dit, avec les troubles qu'il y aura dans le pays et l'instabilité, aucun investisseur ne viendra pour investir au Congo.
Vous savez, ceux qui ont fait les études des conflits, ça frise le terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est quoi? C'est une propagande de peur. C'est ça le terrorisme. C'est une propagande de peur. On pose un acte et derrière cet acte, il y a un message. Mais il y a aussi le terrorisme. Avant de poser l'acte, on donne le message. C'est pour créer la peur. Or, effectivement, il a raison. M. Mouzito, c'est un économiste. Il sait que s'il y a instabilité, s'il y a des troubles, il n'y aura pas d'investissement. Il n'y aura pas d'investissement. Autrement dit, c'est-à-dire, il n'y aura pas création des emplois, la misère va continuer, l'insécurité. Alors, pourquoi je dis que ça frise le terrorisme? Ces messages, il est fait sur le plateau de TV5, qui est une chaîne suivie partout dans le monde, surtout dans le monde francophone. Il s'adresse à qui? Pas à la population congolaise d'abord. Il s'adresse aux investisseurs, aux partenaires, aux gens qui veulent venir investir au Congo pour leur dire n'y allez pas, dans les jours à venir, il y aura des troubles. C'est-à-dire que lui, quelque part, bien qu'il dit les meetings de Sainte-Thérèse ça s'est passé dans le calme, mais quelque part, il sait qu'à la longue, il y aura des troubles. Ça proviendrait de qui? Est-ce que les meetings de Lamouka dans des provinces vont se transformer en troubles? Comment le sait-il? Qui seront les auteurs de ce trouble? Ça sera quel genre de trouble? Parce que si c'est des manifestations purement pacifiques, reconnues par la Constitution, les investisseurs n'ont pas peur, n'ont pas à avoir peur pour venir investir. Si c'est des gens qui marchent pacifiquement, des gens qui font leur meeting pacifiquement, eh bien, les investisseurs n'auront pas peur de cela. Les investisseurs auront peur de venir si réellement il y a des troubles violents. Si c'est des manifestations violentes, s'il y a l'instabilité, à ce moment-là, ils auront peur. Et si c'est des manifestations, comme je l'ai dit, reconnues par la Constitution, parce que nous voulons que le pays soit démocratique, pourquoi il y aura, les investisseurs ne viendront pas? Parce que dans tous les pays démocratiques, quand les gens manifestent, eh bien, dans les limites de la Constitution, la vie continue. La vie continue. Dans un système démocratique, les manifestations, les meetings sont prévus. Sont prévus. Et surtout, comme on a un chef de l'État qui vient d'un parti politique, qui a toujours prôné l'État de droit, donc ça serait contre l'esprit même de son parti, ça serait contre l'objectif de la longue lutte que son parti a menée, que d'interdire les manifestations plus pacifiques. Ces propos sont à prendre très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation. Si nous, personnellement, au Congo, nous n'étions pas informés de la présence de certains individus armés qui se préparent parce qu'on a des informations, en tout cas, on allait dire, bon, c'est du blabla, on ne prendrait pas ça au sérieux. Mais, tenant compte de cette situation-là, il y a de quoi se poser la question. C'est vrai que ça peut être une simple intimidation et qui n'aura pas de suite. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a
certains contacts diplomatiques, certaines rencontres pour essayer un peu d'apaiser les choses. Mais d'autre part, cette situation d'apaisement ne semble pas profiter à tout le monde. Nous sommes dans une démarche où il faut tout faire, tant de l'intérieur que de l'extérieur, arriver à convaincre les gens que le pouvoir actuel à Kinshasa n'est pas un pouvoir légitime. Mais au niveau extérieur, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas suffisamment de preuves pour montrer que non, voilà, c'est le candidat de Lamuka qui a gagné les élections. Au niveau de l'intérieur, au niveau institutionnel, on n'a pas aussi des preuves. Mais au niveau de la population, avec un tel discours, on peut mobiliser. Entre-temps, dans ces propos, nous sentons quelqu'un qui est en train de demander une sorte de dialogue, sans les dire. Un dialogue dont l'interlocuteur pour eux sera M. Kabila, pas M. Tshisekedi, qui est le pantin, d'après lui. Les dialogues avec M. Kabila, ça serait les remettre sur scène. Ça serait les légitimer. Souvenez-vous, avant les élections, il y avait une tentative d'un dialogue. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique avait même vu certains pays de la sous-région pour la tenue d'un tel dialogue. Et nous savons que ce dialogue, c'était quoi? Bon, M. Kabila reste, et puis on a une transition, et les invalidés rentrent. C'était ça l'objectif. Maintenant, aujourd'hui, avec de tels propos, c'est devenu de plus en plus clair. Soit on va amener le pays dans des troubles, soit c'est une sorte d'appel pour la négociation qui ne dit pas son nom. Mais les dangers dans tout ça, c'est quoi? C'est-à-dire, même si c'était une intimidation tout simplement, une menace, au niveau de la population, ça peut prendre une autre ampleur. On doit faire très attention. Nous sommes un pays post-conflit, avec certains conflits qui demeurent encore dans d'autres provinces. Monsieur Mouzito, je pense qu'il a traduit. Et nous, on s'attendait que après le meeting, comme je l'ai dit, les responsables de la MOUCA viendront parler de ces meetings. Et en parlant de ces meetings, ils vont aller un peu plus loin, c'est-à-dire ils vont faciliter les analystes à comprendre le sens de ces meetings. À moins que M. Martin Fayulu puisse se dissocier des propos de M. Mouzito. L'objectif pour lui, ce n'est plus de réclamer la vérité des urnes pour M. Mouzito. Mais M. Martin Fayulu, lui, a dit c'est pour la vérité des urnes. Pour M. Mouzito, aujourd'hui, l'objectif poursuivi, c'est d'empêcher les investisseurs à venir au Congo. Il a dit lui-même. Alors, ceci est une forme, je n'ai pas peur de mots, ça frise le terrorisme. C'est une façon de maintenir le peuple dans la souffrance pour dire tant que nous ne sommes pas aux affaires, personne ne doit venir investir ici. Pourtant, on peut avoir une crise politique dans un pays, mais en même temps, la vie continue dans d'autres secteurs. On ne peut pas chercher à résoudre cette crise politique en créant une situation de sécurité
pour empêcher les investisseurs à venir au Congo. Nous avons aussi constaté une contradiction dans ses propos. Pendant qu'il dit que M. Félix Tshisekedi n'est pas responsable sur le plan politique, c'est Kabila plutôt qui est le responsable, il s'est plaint du fait que la présidence de M. Félix Tshisekedi prend des décisions sans passer par un gouvernement. Mais s'il n'est pas responsable et il prend des décisions et vous vous en plaignez, non. Ça serait mieux de dire que même les actes qu'il pose, ce n'est plus lui les responsables. Les décisions qu'il prend, ce n'est toujours pas lui les responsables. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas les blâmer, il faut blâmer toujours M. Kabila qui, selon son entendement, est le vrai président de la RDC. On lui pose la question, et là nous abordons notre deuxième sujet. Je suis en train de faire vite parce que ma batterie va me trahir. On lui pose la question sur des éventuels contacts entre M. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. Il est catégorique, il est hors de question, comme je l'ai dit. On sent qu'il est en train de faire les enchères, c'est-à-dire tant que la situation ne va pas pourrir, qui va nous permettre de venir à la table de négociation en position de force, il est hors de question qu'il y ait un rapprochement. Parce qu'il a évoqué la possibilité d'un dialogue. Quand on lui pose la question sur certains slogans, certains propos, chants contre les groupes ethniques Luba, les Baluba, M. Mouzito s'interdit de condamner ouvertement les propos des militants de Lamuka. Il se réfère seulement que non, Martin Fayulu avait lancé un message de paix. Non, cela ne suffit pas. Ces propos ont été tenus après le meeting, surtout. D'après la dame, la journaliste, c'était tenu, je dis d'après elle, pendant le meeting et après le meeting. Alors, c'est-à-dire après les propos de M. Fayulu, après son appel à la paix, M. Mouzito, qui est un des leaders de l'AMCA, devrait dire, profiter de la tribune de TV5 pour condamner ouvertement ces propos, ces slogans. Il ne l'a pas fait. Tout ça, on sent une volonté de créer des troubles pour enfin se qualifier comme des gens qui viendraient pour résoudre la crise qui va venir. Parce qu'il prédit une crise. Quand on lui pose la question sur le public, non, c'est lui-même qui dit que le public demandait les armes. Et moi, j'étais très curieux à suivre cela. Parce qu'avant ces meetings, j'avais dit qu'il y a des armes à Kinshasa. Je persiste qu'il y a des armes qu'on avait fait entrer. Il y a des hommes qui sont entrés. Il y a même, nous connaissons même certains sites par lesquels ils sont entrés, d'après nos informations. Les pays d'où ils sont partis. Nous avons même cité une organisation qui n'existe plus légalement, ce qu'on appelle Executive Outcome. Légalement, ça n'existe plus, mais l'un des fondateurs, nous avons dit qu'il avait été vu dans une capitale voisine d'un pays voisin du Congo. Non seulement il avait été vu, les Congolais qui sont en Afrique du Sud, certains le savent, même en Europe, il y a eu des recrutements. Nous ne le disons pas pour diaboliser les gens. Le jeu politique doit continuer, l'opposition doit exister. Mais nous tirons la sonnette d'alarme. Faisons très attention, je vous dis.
Vous savez, si vous prenez, je vous recommande de suivre ça, il y a un expert en matière de conflits, Gregory Stanton, c'est un Américain. Ce monsieur a étudié la question des génocides. Il a étudié les génocides rwandais, il a étudié les génocides au Cambodge, il a étudié d'autres sujets. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir étudié les génocides rwandais comme case study, hein, donc un sujet d'étude dans les études des conflits que j'avais fait. Les conflits sud-africains, mais j'ai aussi eu la chance d'aller au Cambodge, de parler d'abord, de visiter les sites, parce que quand vous allez à Phnom Penh, il y a un site, beaucoup de gens y vont, c'est là où on avait tué beaucoup de gens, y compris des enfants, par le régime des Khmers rouges. J'ai rencontré un survivant de ces régimes. J'ai même acheté son livre. J'ai partagé avec lui. J'étais très intéressé. Je suis congolais, parce que quand vous allez à cet endroit-là, on vous donne un petit appareil avec, avec une sorte de... C'est-à-dire, ça vous permet de suivre pendant que vous faites les tours de cet endroit-là. On vous explique, quand vous arrivez à tel endroit, on vous dit, maintenant vous êtes à tel endroit, ici il y avait eu ça, mais avant cela, on vous donne l'historique du conflit des Khmers rouges. Et quand vous terminez les tours, on vous dit comment cela c'était fini. Excusez-moi. Je dois dégager quelqu'un. Alors, pendant que j'étais en train de faire ce tour-là, celui qui était à côté de moi avait constaté que mon visage avait changé. Moi, je n'avais pas fait attention. Parce qu'en fait, ça m'a remis à la situation du Congo. Et dans les livres, il faut aller signer tout ça. J'ai écrit, j'ai dit à peu près ceci. Cette visite me rappelle la situation de la RDC. C'était en 2000. J'étais là en 2014. J'ai dit ce qui s'est passé ici au Cambodge est en train de se passer dans la région des Grands Lacs, particulièrement en RDC. Ce monsieur a été au Cambodge. Il a été même à cet endroit-là. Gregory Stanton. Il a travaillé au département d'État. Quand il donne, après son étude, quand il donne les différentes étapes qui conduisent au génocide, parce que les génocides, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose, les gens se réveillent un matin et puis commencent à s'entretuer. Non, c'est un long processus. Je constate, quand j'étudie ce qui se passe au Congo, malheureusement, je constate que nous sommes à un stade très avancé et l'un des plus sérieux. La première étape, c'est la classification. Là, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Je vais expliquer ça dans les jours à venir. Ça sera sur un média international. Il y a la symbolisation, il y a ce qu'on appelle la déshumanisation. C'est-à-dire pour que, ici je vais un peu expliquer, pour que les gens arrivent à tuer les autres, il faut que dans leur esprit qu'ils aient une image du groupe qui est visé. Cette image, c'est une image qui est en dessous de l'humanité. C'est-à-dire on ne reconnaît plus à ces gens-là l'humanité. Dans les champs, vous savez, il y avait un slogan. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un processus, c'est quelque chose de très subtil, mais très efficace. Quand on dit, par exemple, Boma Moulou Batikanyoka, c'est-à-dire qu'on vous présente, on présente cette communauté-là, on dit,
ils sont moins qu'un serpent, pire qu'un serpent. Vous comprenez? Dans d'autres conflits, on disait que c'était, dans d'autres pays, hein, où il y a eu génocide, on qualifiait les autres des cancers ou des cancrélats. Donc, il y a toujours un adjectif qu'on colle, qui est déshumanisant, qu'on colle à une certaine communauté. Et souvent, c'est là, quand cela s'est fait, les gens sont un peu distraits, ils pensent que ce sont seulement des mots, des paroles. Mais dans l'imaginaire collectif, dans le petit peuple, c'est une image, un cliché qui reste. Il suffit d'une opportunité, cela va se traduire dans les actes. Et nous sommes à ce stade-là. Peu importe ce qu'il y a eu, parce que tous les génocides qu'on a connus, c'est toujours par rapport autour d'un conflit. Ne vous en faites pas. Et M. Strator dit, pour résoudre ce genre de choses, pour ne pas attendre quand c'est fait, dès qu'on a de tels signaux, il faut ouvertement les condamner, dans la mesure du possible, les traduire en justice. Je vous donne un exemple. Radio des Mille Collines. Si on avait pris les précautions avant, si on avait interdit un tel discours, on n'en serait pas arrivé au génocide de Rwanda. Peu importe les raisons qui étaient derrière, peu importe les agendas politiques, mais qu'on utilise cela pour des fins purement politiques, c'est très dangereux. Pendant qu'on fait, il y a de tels propos, de tels slogans, à Yumbi, et c'est malheureux qu'on n'en parle pas assez, les Banounous et les Batende, entre eux, il y a eu des tueries. Nous parlons de plusieurs milliers de gens qui sont maintenant déplacés, des réfugiés au Congo-Brazzaville. Nous parlons des fosses communes à Numbi, à Yumbi plutôt. Ça, c'est ce qui se passe pendant que les gens se permettent de tenir de tels propos, hein, des dirigeants politiques qui manifestent une sorte de tolérance, hein, devant de tels slogans. Parce qu'eux estiment qu'on leur a volé la victoire. C'est très dangereux. Je voudrais ajouter un autre élément. L'Église catholique, qui a déployé beaucoup d'observateurs durant ce processus. Elle doit faire, disons, une partie de l'Église, très attention. Et tout le monde doit faire très attention, y compris ceux qui s'estiment victimes. Dans leurs réactions, il faut qu'ils soient responsables. Et tout le monde doit dénoncer cet état des choses. Il y a d'autres moyens pacifiques pour résoudre une crise. Elle doit, parce qu'il y a des prêches, je dis bien, il y a certaines prêches, avec un message qui ne va pas, dans des églises, qui ne va pas dans le sens de l'unité, du pardon, de l'amour. On doit faire très attention. J'interpelle les autorités congolaises actuelles. Il faut que ce genre de propos soient publiquement condamnés et les auteurs soient avertis, si pas traduits devant la justice. Monsieur Grégory Stanton, que je vais essayer de contacter dans la mesure du possible, avait vu le président, le fait président du Rwanda, M. Habyarimana,
pour lui dire, vous devez condamner ces propos de Radio Mille Collines. Vous avez vu des enfants dans ces meetings-là, des jeunes, des adultes. Vous savez, ces enfants-là, quand ils entendent ce genre de choses, ça reste dans leur esprit. Et puis demain, nous allons parler de l'unité nationale. Nous allons dire qu'on est en train de nous diviser. Nous allons parler de la lutte contre la balkanisation du pays. Mais quand vous balkanisez la nation, ça finira par la balkanisation complète du pays. Mboka mboka ezande batu. Comme on dit à Lingala. Mboka ezalinde batu. D'abord. Ce qui fait la joie de vivre dans un foyer, c'est quand vous êtes ensemble. Ce n'est pas le fait que vous êtes dans une belle maison. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la paix. Moi, j'encourage la Mouka. S'il y a d'autres méthodes, d'autres moyens de recours pacifiques, que la Mouka les fasse. Mais si leurs militants, après avoir été pendant les meetings, tiennent de tels propos, ça n'a pas de place. Mais chez Mouzito, je l'insiste, il doit dire à l'opinion publique qui sont ceux qui vont causer les troubles. Parce que Fayoulou n'a pas parlé des troubles. Fayoulou a dit ils vont résister de manière pacifique. Mais d'où viendront les troubles qui feront que les investisseurs ne viennent pas? Pourquoi n'a-t-il pas condamné des propos discriminatoires, des slogans de leurs militants? Il faut un communiqué de la Mouka pour dire clairement que nous sommes contre. Non seulement communiquer, les militants doivent être éduqués. Un conflit politique ne doit pas devenir un conflit identitaire. Il faut distinguer un parti politique et une ethnie ou une province. Encore une fois, j'en appelle au dialogue entre des hommes épris de paix qui se trouvent parce qu'il y en a à la Mouka et ceux qui sont au cash, et même dans la diaspora, même dans la société civile, pour qu'on puisse arrêter cette affaire qui est en train d'arriver. On doit faire très, très attention. Je termine par cet appel-là, je vais prendre, et la vidéo, nous l'avons gardée de M. Mouzito. Hein. Nous avons déjà parlé avec un grand activiste des droits de l'homme. Et pendant notre séjour là où nous sommes, nous allons aussi contacter d'autres gens dans l'esprit de dire que nous voilà ce qu'il y a comme menace. Travaillons pour la paix, parce qu'il n'est pas encore tard pour que l'on travaille pour la paix. Nous sommes tous les enfants du Congo. Nous n'avons pas intérêt. Oh non, 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 non. Ce conflit, ce n'est pas entre les gens des Bandundu et les Kassaïens. Je suis désolé. C'est un conflit politique que l'on veut ethniser ou régionaliser. Ce n'est pas moi les termes. Merci beaucoup. Je ne saurais pas si je saurais lire, j'ai des difficultés avec ce truc ici. Allez, Michel Cambo avait dit bonsoir, le gouvernement. Tu comprends que la Mouka est là que pour créer le trouble dans le pays. Non, je dis que dans la Mouka, il y a des gens qui sont prêts à aller pour la violence.
Mais il y en a d'autres qui sont dans une démarche paiement politique. Maintenant, ceux qui sont dans la démarche politique, comme l'avait fait Jean-Jacques Mamba, un cadre d'IMLC, il a dit sur Top Congo, non, sur, je crois sur Top Congo, mais aussi sur 7 que le MLC n'est pas d'accord avec la démarche les propos de qui l'approche, voilà, l'État militaire, avec l'approche de Moussa Niamouis. C'est comme ça que ça se passe. Nous sommes dans un groupe, si quelqu'un tient des propos qui ne cadrent pas avec notre philosophie, alors que cela peut nous engager, on doit avoir le courage de sortir pour se désolidariser des propos tenus par quelqu'un de votre groupe. Si on ne le fait pas, on est complice. Et ça vous engage. Je prends David Béard qui dit, bon, si ça se coupe entre-temps, donc ça sera aussi la fin de l'émission par la même occasion, parce qu'il ne me reste que 29%. David Béard qui dit, les propos des Mouzito sont à prendre au bénéfice du doute dans les profils des investisseurs qui s'intéressent aux opportunités d'affaires qu'offre la RDC. Plus de 60% d'investisseurs s'intéressent au secteur minier, qui sont généralement localisés. Je continue la lecture. Localisés autour des périmètres miniers qui sont souvent sécurisés par les paramilitaires. Et 40% des investisseurs restants qui s'intéressent aux opportunités d'affaires qu'offre la RDC correspondent aux activités du secteur des services qui sont souvent localisés à Kinshasa. Il s'agit des secteurs de téléphonie, des banques, des assurances, etc. Les investissements dans ces secteurs ne sont pas du tout exposés aux groupes armés, puisque Kinshasa est une ville qui est plus ou moins sécurisée. Oui, dans ce que vous dites là, il y a une part, il y a une vérité, mais quoi qu'il en soit, il ne doit pas se donner les droits, lui, de tenir des responsables politiques qu'il est, de tenir des propos qui sont de nature à décourager les investisseurs à venir investir au Congo. Surtout pas pendant cette période. C'est pour cela que j'ai dit, ça frise le terrorisme, c'est-à-dire, il intimide les investisseurs. Il prédit les troubles. N'oubliez pas, M. David. Il prédit des troubles à travers le pays. Et si nous prenons en compte, j'insiste là sur les informations à notre possession, nous disons qu'il faut les prendre très au sérieux, ces propos-là des Mouzito. Ce ne sont pas seulement des simples menaces sans suite. Et surtout qu'il y a eu déjà des cas de violence dans certains coins de la République, des violences liées aux élections. Allez, merci beaucoup David. Michel Cambo a dit, non. Est-ce que M. Mouzito peut être traduit en justice avec de tels propos? Oui, une enquête peut être ouverte contre lui. C'est-à-dire, parce qu'en fait, quand vous mettez en danger la sécurité d'un État, on peut ouvrir une enquête. Ne serait-ce que ça, il peut être entendu pour qu'ils disent comment ces troubles vont se matérialiser à travers tous les pays. Parce que la MOUCA dit officiellement dans les meetings que leur approche est une approche pacifique, mais que nous y te disent il n'y aura pas d'investisseurs parce qu'il y aura des troubles. Oh ben, c'est en contradiction avec ce qu'on a dit à Sainte-Thérèse. Maintenant, lui doit expliquer au public comment cela va arriver. Il connaît les gens qui vont causer ces troubles. Où sont-ils? Par quels moyens? Donc, on peut l'interpeller. Bonsoir, mon frère Poté Baouli Bofund. Allez, Benichi me dit bonjour, Papa Ngoko. Je vais vous suivre en différé. Merci beaucoup. Claudie
bien dit, il a dérapé ses musitos, oui. J'ai même eu l'impression qu'il n'avait pas, ou bien c'est la journaliste qui l'a surpris, ou bien il n'avait pas beaucoup à dire, M. Mosito. L'impression que j'ai, il n'était pas bien préparé à cette interview. Midol, bonsoir. Quand la Mouka parle des vérités des îles, on ne peut pas bâtir sur base des mensonges. Est-ce que en Genève, y avait-il la vérité? Bon, Genève, c'est entre, pour être correct avec vous, Genève c'était entre les politiciens. Mais ici, nous parlons des élections où le peuple a voté. Ce n'est plus privé. S'ils estiment vérité des îles, qui détient la vérité? L'Église catholique n'a pas la vérité des urnes, parce qu'ils n'ont pas tous les chiffres à leur disposition. Et surtout Kekash avait confronté les résultats de son centre de compilation avec ceux de l'Église catholique. La Mouka ne détient pas la vérité des urnes. La CENI, à partir du moment où on s'est engagé dans les élections, c'est ici où je rejoins un peu ceux qui disent que non, il ne faut pas aller aux élections. J'ai dit, bon, si vous dites ne pas aller aux élections, donc la voie à suivre, c'est une révolution. Mais si vous allez aux élections, ces élections-là sont organisées par un organe connu. Et il y a des règles. Quand vous vous engagez, et vous allez jusqu'à introduire les recours au niveau de la Cour constitutionnelle, ça veut dire, quelque part, vous donnez un crédit à ces institutions. C'est ça que ça veut dire. Moi, par rapport à ce que dit Mouzito, j'aurais souhaité que la Mouka ne puisse pas introduire un recours à la Cour constitutionnelle. Mais après avoir introduit le recours, vous dites le peuple. Bon, quand vous dites le peuple, s'agit-il de vos partisans ou réellement de tout le peuple? Cet amalgame entre vos partisans et le peuple ne tient pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je peux dire, je dissocie bien ce qui s'est fait à Sainte-Thérèse, le meeting, les propos des leaders, parce que les leaders, les candidats de la Mouka aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou. Fayoulou n'a pas tenu de tels propos. Il a parlé de la résistance pacifique, même si là, on doit se poser la question, après la Cour constitutionnelle, on résiste quoi? On demande, il a dit, vérité des unes, c'est de manière pacifique. Mais les propos de Mouzito sont différents de ceux de Fayoulou. Mouzito prédit des troubles. Il ne parle pas des manifestations seulement pacifiques, mais il prédit des troubles qui seront de nature à empêcher les investisseurs à venir. Ça, c'est très grave. Et en plus, je me dis, bon, un peu de décence, on peut encore. Mais ce Fayoulou peut parler parce qu'il n'a pas géré dans ce pays-là. Mais Mouzito a géré. Et tout le monde connaît sa gestion. Allez, Darius Puissant te dit malheureusement, Papa Ngolo, nous avons atteint la mauvaise étape. La classification avait commencé en appelant les Balouba des talibans. Maintenant, certains sont arrivés à l'étape d'activer. Oui, je suis d'accord avec vous. On est arrivé à une très mauvaise étape. On doit. Les dangers, c'est tellement. Les dangers, c'est quoi? C'est dit quand il y a de tels slogans, de tels discours, ça peut prendre même 20 ans, 30 ans. Et puis les gens s'habituent. Parfois même, ils font des blagues.
autour de ça. Vous savez pourquoi les termes nigga aux États-Unis, les Noirs n'acceptent pas ça? Parce que, en fait, quand vous regardez au fond, ce n'est pas un problème qu'on t'appelle nigga, ça veut tout simplement dire nègre. Mais vous savez pourquoi quand un blanc dit ça à un noir aux États-Unis, ça fait des problèmes? C'est les contextes historiques. Parce que c'était les termes utilisés de manière péjorative pour discriminer les noirs. Donc, il ne s'agit pas seulement de la connotation normale du mot nom, mais ça a une autre dimension dans cette connotation. C'est l'histoire qui est liée à cette appellation. Quand on ne connaît pas, on va trouver ça normal. D'autant plus qu'il y a même les Noirs aux États-Unis. Parfois, ils s'appellent nigga entre eux, et ça passe. Mais c'est quand un blanc les dit, ça ne passe pas. Nous sommes arrivés à cette étape-là. Et il y en a qui pensent, bon, ce sont seulement des paroles. Je vous dis, l'impact de ces paroles, si on ne fait pas attention, on verra ça dans l'avenir. Grégory Stanton dit, c'est le moment qu'on doit absolument condamner cela ouvertement. Mais en disant cela, parce que qu'est-ce qu'il y a? Ça va créer une réaction. Il y a des gens, tous les Congolais ont un sentiment national. Ne vous en faites pas. Mais quand on fait comme ça, les dangers, c'est quoi? Même les Balouba qui ne se sentaient pas solidaires politiquement avec Tshisekedi vont dire, mais ici, il ne s'agit plus de Tshisekedi, il s'agit de nous comme identité. Vous voyez là où le jeu est dangereux? C'est là où le jeu est dangereux. C'est-à-dire, on vous oblige, c'est ce qu'on appelle l'étape de polarisation, c'est-à-dire, vous formez deux groupes. D'un côté, il y a des tels, de l'autre, il y a des tels. On vous oblige de choisir. C'est comme si les gens oublient que les gens au Congo, là, se sont mariés, de telle tribu, la dame est venue, je ne sais pas d'où, des Moueka, l'autre vient de Louosi. Les gens oublient ça, que nous avons un creuseux qui a fait de nous que euh, nous sommes ensemble. Et puis, historiquement parlant, parce que toutes ces histoires, souvent, c'est monté de toutes pièces, hein, historiquement parlant, mais il n'y a aucune tribu au Congo qui n'a pas de lien avec une autre tribu. Ça n'existe pas. Étudiez l'histoire et la sociologie du Congo, vous allez voir ça. Quand les gens parlent, je prends l'exemple des Karoun et les Balouba. Mais ils ont partagé le sang, ils ont eu des enfants. Ouzito qui parle là, il est pendé. Ce n'est pas connaître son... Bon, il connaît, mais c'est pour des raisons pires. L'homme politique peut aller loin. S'il faut même nier Dieu pour qu'il ait le pouvoir, il peut le faire. Combien de mariages y a-t-il entre les Bapende et les Balouba? Lui, dans sa maison, là, la femme avec qui il dort, qui lui a donné des enfants, et elle vient d'où? Vous ne trouverez pas lui tenir ce discours chez ses enfants. Mais parce que ça peut lui servir de prendre le pouvoir, il tient ça. Sa femme est de Louisa, c'est vrai qu'elle est, euh, elle est mouquetée, mais le terme louba aujourd'hui englobe beaucoup de choses.
beaucoup des tribus. Toutes les tribus sont liées les unes aux autres. Les Bambala que vous voyez, demandez aux Viembala, demandez aussi aux Kassaïens, aux Baluba. Les gens ne le savent pas. Ce n'est pas l'homme blanc qui est venu nous mettre ensemble. On s'est mariés, on cohabitait, hein, et c'est quelque chose qui s'est fait dans la durée, dans le passé. On venait diviser les gens parce que tu cherches un pouvoir éphémère. Hein. Il y a un conflit qui va rester de génération en génération. C'est très dangereux. Nous avons toujours eu nos petites querelles, mais on n'est pas arrivé jusqu'à... Et c'est ici que j'ai dit, les leaders de la société civile, le leader politique, les leaders d'opinion, d'une manière générale, doivent jouer un rôle, doivent dénoncer de tels propos. Si on laisse ça, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Il y a Rodrigo Darus Augustus Presento qui dit Papa Ngoko, c'est très grave. J'ai suivi un jour Kerwin Maïso comparant les Baluba et les Rohingyas en disant les Belges les avaient préparés comme des collabos. Bon, moi je n'ai jamais suivi ça. Vous dites que vous avez suivi ça. Si c'est vrai, il a dit ça, c'est très dangereux. Et c'est condamnable, si c'est vrai. Parce que c'est vous qui rapportez ça. Et si il a dit ça en des termes pareils, c'est très dangereux. Mais là où je peux être d'accord avec lui, c'est dire que les colons, les Belges, par exemple, les conflits rwandais, quand nous l'avions étudié, on trouve que ce sont les colons qui avaient fait les lits de ces génocides qui est arrivé. Je vous dis que c'est un processus qui prend du temps. C'est vrai que les puissances coloniales, partout où elles sont passées, dans la plupart des pays, ils ont fait ce jeu-là de diviser pour mieux régner, de diviser les autochtones, s'appuyant sur les uns ou les autres, tout dépend. Au Rwanda, par exemple, ils s'étaient appuyés sur les Tutsis pendant un temps, mais quand est venue la vague de l'indépendance, les Tutsis se sont associés avec les Hutus qui avaient divisé, et comme l'élite à l'époque intellectuelle était en majorité Tutsi, parce que c'était voulu comme ça par les Belges, donc beaucoup de gens qui avaient revendiqué l'indépendance, je dis beaucoup, pas tous, c'était des gens qui avaient étudié, qui avaient compris les systèmes de Blancs. Et quand les Belges ont vu cela, ils ont changé de discours en disant Hutu, mais ils sont minoritaires, ils sont venus ici, ils vous ont trouvé ici. Pour les cas, c'est que vous dites, ce qu'il dit là, de Baluba. Bon, parfois, les gens, ce que j'ai trouvé au Congo, les gens ont peur. Je disais à un ami, je dis, il faut prendre ces problèmes, en débattre, il faut en parler. Pour chercher à savoir d'où vient ça. Ça ne suffit pas de dire la haine, non. Il faut analyser à fond ces problèmes, en trouver les raisons historiques, et vous allez comprendre. Il y a une enquête qui avait été faite au niveau des réfugiés congolais, les loups, qui étaient en Angola. Donc je parle des réfugiés qui sont partis des conflits qu'il y a eu au Kasaï. Là-dedans, on a donné l'une des raisons. Le terme haine, c'est très vague.
il faut chercher à savoir pourquoi ça. Quel est le vrai problème? Est-ce qu'il y a des ressorts historiques? Oui, les Belges ont joué un rôle. Je suis d'accord. Mais il ne l'a pas joué seulement au niveau des Balouba. C'est faux. C'est là où il a tout faux. On ne se pose pas la question pourquoi dans la force publique, les Belges avaient beaucoup favorisé, par exemple, les gens de l'Équateur, les gens de la province orientale et une partie de ce que nous appelons les Maïndoum. Il y avait un calcul derrière. Pourquoi à Gécamine, par exemple, les Kassaïens étaient beaucoup plus proches des Belges? Il y avait un calcul que même les Kassaïens ne connaissaient pas, un calcul des Belges. Ils avaient étudié, ils nous avaient étudié quand ils ont créé l'État, parce que c'est eux qui ont créé l'État, ils avaient besoin de nous pour travailler pour eux. Et chaque fois qu'ils donnaient tel avantage à tel groupe, ils s'assuraient que ces groupes-là ne puissent pas le faire bénéficier au reste. Ce travail a été fait de manière méthodique au niveau de beaucoup de communautés. C'est un long processus. L'histoire des quotas à l'université dans les instituts supérieurs, à l'époque de Mobutu, quelle était la vraie raison? Parce que derrière chaque politique, il y a un agenda. Nous en parlerons un jour pour dire, nous sommes entrés, nous avons des éléments et on va faire un effort que, c'est-à-dire on va faire parler, nous allons faire consulter certains experts, mais aussi faire parler certaines sources historiques. Il y a un audio, une interview d'un vieux Katangais qui était syndicaliste à l'époque coloniale. Il explique, et c'est la première fois que j'écoute quelqu'un expliquer le massacre qui avait eu lieu au Kasaï, pas à l'époque de Mobutu. Le massacre qui avait eu lieu plutôt au Katanga. Il donne un peu l'historique, il donne des détails, les rôles joués par les Belges. Pour qu'on en arrive là. Donc, moi, je ne crois pas, personnellement, je vous dis la vérité, je ne crois pas que nous y trouvions l'extermination des Kassaïens, des Balouba. Non. Mais j'ai dit le jeu auquel ils se livrent, c'est un jeu très dangereux qui peut conduire justement au génocide. Maïzo, quand il parle Kérouine, il faut qu'il donne des éléments historiques. Ça ne suffit pas de les dire comme ça. Ils ont été préparés pour être des collabos. Comment? Qui n'étaient pas des collabos? Qui n'a pas collaboré avec les pouvoirs coloniaux? Qui? Est-ce que c'était volontaire? Non. Le pouvoir colonial ne vient pas demander votre avis. Il s'impose. Il s'impose. Bon, donner des tels clichés, parler en évoquant des choses, je n'ai pas tout écouté quand il a dit, peut-être qu'il a donné des éléments euh, historiques, euh, peut-être, mais je dis, si c'est vrai qu'il a dit ce que vous dites là, alors c'est très dangereux. Parce que vous savez,
les Rohingyas, vous voyez ce qui leur arrive? D'abord, c'est différent. Les Rohingyas, c'est différent parce que là, c'est un conflit. En fait, c'est sur base de leur religion aussi. Ça, il ne faut pas oublier. La plupart sont des musulmans. Il y a un fond aussi d'un conflit religieux là-dedans. Les gouvernements actuels doivent travailler à l'unité nationale. Très important. De manière préventive, il faut que ça fasse partie de leur politique. Bon, les dire, c'est bien, mais il faut poser des actes. Il faut, comme l'a dit Gregory Stanton, la mise en place des politiques qui vont combattre. S'il faut légiférer en la matière, créer de nouvelles lois, parce que tout part du discours. C'est le discours qui pollue tout. On doit interdire certains propos. Et entre-temps aussi, les Balouba doivent faire très attention dans leurs réactions. Quand ils écoutent de tels propos, il ne faut pas qu'ils paniquent. Je ne dis pas qu'il faut que... Non, il faut être prudent. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas dire... Parce que le but, c'est quoi? On dit ça, vous dites ça, on dit ça. Allez, cette unité-là va voler en éclat. On doit faire très, très attention. Mais on doit interdire les responsables politiques à avoir de la tolérance vis-à-vis de tels propos, des militants des partis politiques. Vous savez, dans le football ici, si les supporters d'une équipe lancent des pierres sur le terrain contre l'équipe adverse ou contre l'arbitre, avant, les équipes disaient « Ah non, nous ne sommes pas responsables. » Mais aujourd'hui, c'est l'équipe qui doit payer. L'équipe va en pâtir. Les militants sont organisés, sont dans une organisation. C'est facile de trouver des raccourcis. Et puis c'est idiot, hein, excusez-moi le terme, de croire que nous sommes en crise, c'est à cause de telle communauté. C'est un raccourci dangereux, très dangereux. Lui, Mouzito, là, dont la gestion n'était pas saine, il sait combien de gens qui souffrent à cause de sa gestion. Les contrats chinois, on les a signés avec lui. Lui, il était Premier ministre, Pierre Lumbi était ministre de la reconstruction. C'est des travaux publics et quoi, infrastructure et reconstruction. Pierre Lumbi. Quand vous entrez dans les câbles diplomatiques, quand ils sont allés signer ces contrats contre les Chinois, dont nous ne voyons pas les résultats aujourd'hui. Là, ils avaient fait au nom de qui? Est-ce qu'ils engageaient leur tribu? C'est très facile de dire des choses, ou bien de les tolérer. Non, il faut dissocier. Et puis quand Mouzito parle, écoutez-moi très bien, il n'engage pas les gens des bandes. C'est lui qui parle. Quand Félix Tshisekedi parle, ça n'engage pas les gens avec les bandes. Non. Ils ont... Mouzito est dans la Mouka. La Mouka, ce n'est pas Bandung. Félix est dans Cache, il est le président de la République. Ce n'est pas Kassai. Non, on doit faire un effort de distinguer les gens de leurs origines et de leur appartenance politique. Je suis très content que vous m'avez suivi dans des conditions très difficiles.
je vous laisse. Je suis en déplacement, mais je vais m'organiser pour faire des analyses dans de bonnes conditions. J'ai une promesse sur un média international dans les jours à venir, très proche même. Nous allons intervenir pour parler de tout ce que nous venons de parler ici, et même plus. Nous ne manquerons pas de partager cela. Que Dieu vous bénisse. Je termine toujours en disant, beaucoup d'entre vous êtes des chrétiens. Vous voyez maintenant pourquoi je disais, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Ce n'est pas encore fini. Nous devons prier pour l'unité nationale. Parce que notre sort, nous tous, nous avons le même sort. Nous avons un sort commun. Nous devons prier pour qu'il y ait la paix au pays. Nous devons prier pour nos leaders. Je parle ici Félix Tshisekedi et tous les membres de ceux qui seront dans les gouvernements, ceux qui seront au Parlement. Nous devons prier pour Martin Fayulu, qui, à mon avis, aujourd'hui, c'est lui le leader, je l'ai dit, de l'opposition. Nous devons prier pour eux, pour qu'ils soient animés de l'esprit de paix, surtout qu'ils sont chrétiens. Et ici, je lance un appel au pasteur Dallot. Je crois qu'il a une opportunité. Je sais qu'il est en train de jouer un rôle en coulisses, mais nous l'encourageons à haute voix. Nous prions. Tout le monde sait que M. Fayulu et Félix Tshisekedi sont membres dans l'une de ces églises. Et lui, il est ce qu'on dit les overseers, ainsi que leurs pasteurs locaux directs. Il faut que Dieu leur donne la sagesse pour qu'ils essayent à leur niveau. Je dis bien à leur niveau et dans les limites qui sont les leurs, en tant que de bergers, des responsables spirituels de ces deux leaders qui continuent dans leurs efforts et au besoin d'associer même d'autres hommes de Dieu. Ça, il ne faut pas que ce soit quelque chose de spectaculaire, public, non, toujours en coulisses, pour qu'il y ait un apaisement. Et au niveau des populations, un appel à la violence, à la discrimination contre qui que ce soit n'est pas bienvenu. À nos frères qui sont à Yumbi, et parce que là-bas c'est beaucoup plus sérieux, on n'est plus à l'étape de paroles tout simplement, aux Banoumou et les Batende, vous êtes des frères. C'est une honte que les gens arrivent à s'entretuer comme ça. Nous demandons au gouverneur qui est là-bas, jusque-là c'est Nobila, et tous les responsables qui sont là-bas, les responsables d'église, s'il vous plaît, arrêtez ces massacres. Parce qu'il n'y a pas un autre terme. Arrêtez. Les Banoumou à Yumbi, ils sont chez eux, nous les disons. Tout Congolais partout il se trouve, comme ça s'appelle Congo, il est chez lui. Ou bien alors faisons la balkanisation. On n'est pas citoyen congolais parce que on est des Bandounou et on est à Bandou. Quelqu'un des Bandounou, un Moudinga, s'il est à Maniema, il est chez lui. Un Moubembe de Sud Kivu, s'il est à Sekebanza, il est chez lui. Un Moulouba qui est à Gbadolite, dans Moubaï Mbongo, il est chez lui. Un Baka qui est à Malemakoum, il est chez lui. Les Congos, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous appartiennent tous. On doit inculquer. Il faut une éducation par rapport à ça. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et si vous avez des idées, donnez-nous des idées
qui sont constructives, des idées de paix, d'unité, mais condamnons sans déborder tout propos de nature à causer des troubles dans le pays. Nous devons condamner cela. Ceux qui estiment qu'ils doivent se battre pour la vérité des unes, qu'ils le fassent par des voies pacifiques et légales. Martin Fayulu a promis de saisir des organisations régionales dans le cadre de la lutte pour la vérité des unes. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est des troubles qui sont de nature encore à empirer la situation des Congolais. Ça, c'est très dangereux. Des propos qui sont là pour enflammer la situation, davantage, c'est très dangereux. Continuons à prier. Semble-t-il, nous sommes des chrétiens, on m'apprend que même dans des églises, c'est très dangereux. Nous devons prier les uns pour les autres, pour l'unité. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bye.